Assister aux vidéos de discussion, souvent tumultueuses, opposées ou engagées. Ils n'ont pas livré aux gens, ils ont stocké. Et ils veulent maintenant livrer aux gens au nouveau prix. Les négociants en question leur ont dit non, non, non. Moi, je t'ai vendu un caisse-lot de cacao à tel prix. Rends-moi ça d'abord avant que je te donne un financement pour le nouveau prix. Et donc, il y a ce blocage-là qui est là. En fait, il y a plusieurs blocages comme ça. Après ce que le grand dossier va expliquer, il y a plusieurs blocages comme ça. Et c'est des blocages qui ne sont pas du fait des pauvres petits planteurs. Je le dis de manière en griffe. Voilà. Donc, le gars est là. Il y a un système qui est en train de l'étouffer. Il n'y est pour rien. Mais un père de famille irresponsable, il ne dit pas que non. Comme le système est grippé, j'attends que le système soit guéri. Il anticipe pour régler ses problèmes. Et le seul truc qui a fait que tout le monde s'est chopé de façon intellectuelle ce matin, c'est parce que je ne suis pas d'accord avec le fait que tu accuses le planteur qui veut se défendre. À sa place, tu aurais fait pareil, cher frère. CV, vas-y pour ta motion. Ok, merci beaucoup. Salut à tous. Ah, bon. Ok. Il veut parler là, vas-y, son. Moi, j'attends, hein. Je sais pas. Ah, ok. Bah, je pensais que tu voulais parler, c'est pourquoi je... Bon. Moi, ma Non, motion, pour finir déjà, finir déjà avec celui qui vient de finir de parler. Voilà, le cas actuel, voilà, on va dire que les producteurs, actuellement, le problème a commencé dans le mois de janvier. Donc, on va pas dire que les producteurs sont en train de chercher de l'argent pour mettre leurs enfants à l'école. C'est cet argument-là, on a toujours mis en avant. Je n'ai jamais dit que les producteurs sont des... c'est-à-dire que de tous les noms dont on traite les producteurs, je n'ai jamais dit ça. J'ai juste dit que il leur manque un peu de savoir-faire en gestion, mais c'est un problème qui est lié à tout le monde, hein. Voilà, même moi-même, je peux avoir ce problème-là. Et puis, voilà, quand il y a un problème qui se pose, l'organisation, l'entité qui est chargée de gérer la filière en Côte d'Ivoire propose une solution et met en œuvre une solution. Et la solution qui est en cours actuellement, c'est que le conseil prend sur lui la responsabilité de racheter les stocks disponibles auprès des producteurs et auprès des coopératives. Voilà, et je pense que l'action est en cours. Voilà, maintenant, à chaque fois qu'il y a règle, bien entendu, on dit voler est interdit, mais n'empêche qu'il y a des voleurs. On peut les attraper comme on peut ne pas les attraper. Mais nous, on doit veiller à ce que les autorités en place mettent tout en place pour les attraper et pour éviter qu'il y ait des voleurs. Bien entendu, le vol ne cessera pas aujourd'hui. La fuite du cacao et l'entrée du cacao est interdite. Mais n'empêche que ça existe quand même à certains endroits. Bien entendu, on attrape souvent certains, mais certains passent sous les mailles du filet. Donc, ce n'est pas un élément que tu maîtrises à 100%. Voilà. Oui, pour celui qui voulait poser sa motion. Avant que CV ne pose sa motion. Ouais. CV, attends, tu vas poser ta motion. Le point d'achoppement, toi, et puis... Non, il ne va pas répondre, tu vas poser ta motion. Le point d'achoppement, c'est pour clarifier. Entre toi et Akoumia, c'est le fait que tu dises, je crois, hein, tu as dit que... ouais, tout le monde se plaint qu'on paye le truc moins cher, mais pourquoi les gens ne vont pas se plaindre? C'est à ça à combien tu réponds que les gens ne vont pas déposer plainte parce que c'est eux-mêmes qui sont demandeurs. Voilà. Vas-y, CIV. Vas-y. Ok, merci, Kaza. J'ai entendu le frère, parce que c'est ce qui a justement porté à confusion quand la commune dit qu'il néglige les planteurs. Bah, en fait, pas qu'il néglige, mais il a rabaissé un peu les planteurs, il a accusé les planteurs, pardon. Parce que venir dire que, après tous ces calculs qui ont été faits, les ratios qui ont été faits, on trouve ça heureux que le planteur doit se contenter de ça parce que quand on fait tous les ratios, il se retrouve à avoir un salaire au même titre qu'un fonctionnaire. Mais moi, ça m'a interpellé. Parce que, comme on l'a toujours dit, pour nous autres, excusez-moi, je suis au sport, donc il y a un peu essoufflé là. Comme on l'a toujours dit, comment on appelle ça, en Côte d'Ivoire, l'agriculture, l'économie du pays repose sur l'agriculture. Malheureusement,
on a toujours classé ces planteurs-là dans la classe des plus pauvres, alors que ce sont eux qui font notre économie. Mais comme on les a toujours classés dans la classe les plus pauvres, c'est pourquoi, peut-être par erreur, tu as estimé qu'ils doivent être heureux d'avoir un salaire presque pareil aux fonctionnaires. Prenons le cas de tous ceux qui sont ici, pour certains qui sont en Europe et tout. Vous allez voir que les métiers qui font appel à, comment on appelle ça même, à ton corps physique, qui font appel à ton, comment on appelle ça même, à l'activité manuelle et tout, ce sont les métiers les plus payés, malheureusement. Heureusement pour eux, ce sont les métiers les plus payés. Mais en Côte d'Ivoire, je pense que c'est cette erreur-là, peut-être en disant cela, c'est cette même erreur-là que nous tous on fait. Quand on regarde, même le manawa sur le terrain, le technicien sur un chantier de construction, comment on appelle ça même, le camionneur, aujourd'hui le planteur, on rabaisse ces métiers-là et on estime que c'est celui qui est dans le bureau qui doit avoir plus. Je pense que c'est cette erreur-là que tu fais aujourd'hui. On l'a vu à une période ici où on disait que les planteurs allaient en boîte de nuit et tout. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a dit? Mais c'est parce que, est-ce que c'est pas parce que ça a été libéralisé, en fait pas libéralisé, mais ça leur a été confié et qui a fait que, à cette période-là, ils avaient la main vraiment sur leurs produits. Si ce n'est que les têtes pensantes, en fait les têtes qui commandaient ce système-là, qui ont bousillé le système à travers des détournements et tout, mais est-ce que c'était pas quelque chose qui avait valorisé les planteurs agriculteurs par rapport à ce qu'on voit? Parce que là, Komi a sorti beaucoup de choses, il a dit beaucoup de choses sur ce que le planteur vit et tout. Le planteur, il vit avec un salaire annuel qui lui est donné une fois ou bien 2 fois, dépendamment de l'activité qu'il fait et puis des saisons. Mais quand ça lui est donné 2 fois, il est obligé de gérer ce salaire-là sur toute l'année. Donc déjà, ce dernier-là, en plus, je rajoute encore la question, ce dernier aussi, on ne peut pas le considérer comme mauvais gestionnaire par rapport à un autre qui reçoit son salaire à chaque mois et qui le gère au mois le mois. Alors que lui, il gère son salaire à l'annuel, dans l'année en fait. Donc, moi, je pense que c'est une erreur qu'on fait de vouloir mettre le salaire, l'agriculteur, au niveau d'un fonctionnaire. C'est une erreur. Mais ça, c'est la première. Après, il va revenir avec ma deuxième question. Bon, moi, j'ai pas saisi la question dedans. Hein. Moi, j'ai pas saisi la question dedans. Parce que pour moi, quelqu'un à qui on donne 12 millions de salaire en une fois et quelqu'un à qui on donne 12, c'est-à-dire on lui donne 1 million chaque mois, c'est une question de gestion. Et celui à qui, certains même te diront que celui à qui on donne 12 millions de salaire une fois par an, si on lui donne ça en début d'année, mais il est mieux, normalement, scientifiquement, il est mieux que celui à qui on va donner ça une fois que celui à qui on va donner 1 million par mois. Voilà. Pour moi, j'aurais pris les 12 millions une fois en janvier et puis je travaille sur toute l'année au lieu de prendre 1 million par mois. Ça reste des questions de gestion et puis des questions de spéculation. Chacun aura son avis dessus. Mais ça ne dit pas que celui-là souffre plus que l'autre. Non, parce que ça reste une question de gestion personnelle. Si je comprends bien, pour toi, l'agriculteur, pour son travail, au même titre que le fonctionnaire, c'est le même degré physique de travail. Je pense qu'il y a une erreur. Et puis déjà, c'est moi qui ai dit que le producteur reçoit son argent 2 fois par an. C'est moi qui ai dit que il reçoit son argent peut-être sur un espace de 4 mois sur l'année. Voilà, parce que sa production, il ne va pas la vendre en un coup, non, il va récolter un peu aujourd'hui, dans 3 semaines encore, il récolte un peu, dans 3 semaines encore, il récolte un peu, sur un espace de 3 à 4 mois sur l'année. Voilà. Maintenant, dire que la pénibilité du travail, ça c'est un autre débat. On a des personnes qui sont en entreprise, qui chargent les sacs, qui déchargent les cartons, qui font, voilà, ça c'est un autre débat beaucoup plus vaste.
qui dit pas que le producteur, parce que il a un travail qui fatigue son dos, bon, je sais pas, est-ce que ça doit être géré plus ou bien moins? On a des personnes en entreprise qui soulèvent les cartons et qui soulèvent les sacs et qui sont payés moins que certaines personnes qui sont assises au bureau. Qui fournit plus intellectuellement, qui fournit plus physiquement, qui fournit plus en rendement, ça, je ne saurais faire le débat ici. Voilà. Et je ne veux pas aller même sur ce débat. Si, c'est le débat, puisque tu te l'as comparé à un fonctionnaire, mais on compare tout. On compare la difficulté du travail, on compare l'impact du travail sur sa santé, on compare, comment on appelle ça, quand il dit santé, non seulement santé mentale, santé physique. Donc, vous allez partout là-bas, là. Oui, mais en fait, c'est ça. Parce que c'est ce que j'ai dit, en fait. Le mal, pour nous, quand il dit pour nous, là, c'est moi y compris, hein, pour nous, on a toujours classé ces métiers-là en dessous de la moyenne. Voilà pourquoi on pense que, ah non, si là, ce montant-là, c'est suffisant. À combien l'a dit tantôt? Peut-être que... Ok, bah, je m'excuse si tu n'as pas dit ça. À combien l'a dit tantôt? Je n'ai pas dit que c'est suffisant, mais je dis que j'ai évalué ce que ça donne pour un producteur. Voilà, mais ne pensons pas que ce sont les plus pauvres de la société. Non, c'est dépendamment de... On a fait le calcul, hein. Tu as bien fait le calcul. Oui. Quand tu as fait le ratio, c'est un peu comme le PIB, on classe tout le monde là-dedans et puis on répartit. Donc on estime que on va pas regarder le salaire de Dusongui et puis on dit que toi tu es riche, donc on fait la moyenne avec même le salaire de Dusongui, on répartit sur tout le monde. Donc tu as réparti équitablement le tonnage de la récolte cacaoyère et tout, et tu as réparti sur l'ensemble des agriculteurs. On s'en fout s'il y a un qui a 100 hectares et l'autre a 2 hectares. Tu as réparti sur tout, puis tu as considéré que cet agriculteur-là, il se retrouve à avoir un salaire de fonctionnaire. Ouais, ça c'est pas grave. Tu dis, tu l'as pas dit, pour comparer et tout, pas grave. Mais moi, j'estime que les agriculteurs ayant une place dans notre économie et qui font justement une part belle, en fait, qui sont en grande partie dans notre PIB, doivent être vus autrement que ce qu'on voit maintenant. À combien l'a dit, à un moment donné, le système fait que l'agriculteur n'a pas de choix. Quand il dit n'a pas le choix, là, en plus, on a parlé de sa santé physique et tout, mais en plus, il y a son produit qui est périssable. Donc ça, il peut même, pour l'année, il estime avoir 12 millions, mais il peut passer à 0, de 12 à 0, comme tu le dis là. Et lui, il vit avec ça dans l'année. Donc, sa production est périssable et ça peut impacter énormément. Et comme les gens savent que sa production est périssable, voilà pourquoi le système doit le protéger davantage. De sorte à ce que, même si il n'arrive pas à vendre et tout, ça lui soit profitable. Et je ne sais pas si, Dieu merci, tu es agronome, mais tu as eu peut-être la chance de vivre la période où on disait que les planteurs allaient dans les boîtes de nuit et tout. Là. Mais cette période-là, les planteurs, avec la plus-value qu'ils avaient au niveau de leur vente de cacao, peu importe, mais ils arrivaient à faire des projets pour tous les agriculteurs. Donc, ils arrivaient à faire des projets de fourrage et tout. Mon frère, voilà, non, attendez, pardonnez. Voilà, moi, je suis arrivé, je dois descendre pour entrer à la clinique, mais ce débat de la période de la libéralisation et puis la période actuelle, ce débat-là a déjà eu lieu sur plusieurs chaînes de télévision, il y a déjà eu ce débat-là à plusieurs niveaux. Vraiment, vraiment, et par expérience, c'était pas la meilleure. Non, arrêtons de vouloir dire que c'est la meilleure parce que sur les plateaux, il y avait les plus grands spécialistes qui ont vécu la période de la libéralisation. On leur a posé la question. Est-ce que vous voulez dire que au moment de la libéralisation, c'était mieux que maintenant? Personne n'a pu parler. Je ne suis pas un spécialiste plus que ceux-là. Personne n'a pu répondre. Si vous voulez, vous pouvez chercher sur NCI 360 et partout. Il y a eu les débats déjà. Ils n'ont pas pu répondre. C'est pas moi au bas de l'échelle qui vais pouvoir venir dire que, mais
après avoir écouté tout ça, sérieusement, la période de la libéralisation, nos producteurs étaient plus grigés que ce qui se passe actuellement. Voilà. Et on a vu des coopératives qui sont allées acheter la production à 300 francs le kilogramme, qui sont venus vendre ça à 800 francs le kilogramme à Abidjan. Et parce qu'on dit ici que c'est à 800 francs, tout le monde pense que le producteur a touché 800 francs. Non. Donc, voilà, moi, je suis obligé de couper maintenant. Moi, je vais entrer dans un bureau, je suis obligé de couper maintenant. Mais vraiment, moi, je ne serais pas d'accord avec vous de dire que la période où on a connu la libéralisation était mieux que maintenant. Beaucoup de personnes ont détruit leur sang de café parce qu'on a acheté le kilogramme de café à 50 francs. On voit les producteurs, moi je les ai côtoyés. Hein. Les seules villes de la Côte d'Ivoire que je ne connais pas encore de mon jeune âge, c'est Bondoukou et Bouna. Sinon, toutes les villes de la Côte d'Ivoire, que ce soit au nord, ouest, nord, sud, partout, je connais, j'ai formé les producteurs avec des petits cahiers, les formé à la gestion. Non, quand tu reçois ton argent, voilà ce à quoi tu dois penser d'abord, comme ça, tu dois faire ça. Voilà, parce que j'ai eu le temps de tourner ma bosse un peu dans certaines entreprises. Sur ma jeune carrière de 10 ans, j'ai eu le temps déjà de faire environ 4 entreprises où j'ai à chaque fois été dans le milieu rural pour former les producteurs. Il y a beaucoup de choses que je dénonce. Hein. Il y a beaucoup de choses que je dénonce. Voilà, qui relèvent de l'État de Côte d'Ivoire, qui relèvent du Conseil Café Cacao, et des choses aussi qui relèvent aussi des producteurs que je dénonce. Des choses aussi qui relèvent aussi des forces de l'ordre et des forces de sécurité. Voilà. Voilà, parce que on a à toutes les échelles des personnes qui sont corrompues, aussi bien au niveau du corps préfectoral, des policiers, des gendarmes, des producteurs eux-mêmes, du Conseil Café Cacao, de l'État de Côte d'Ivoire. On a des brebis galeuses à tous les niveaux. Voilà. Mais pour les sujets qui étaient abordés, c'est ces points-là que je voulais apporter. Mais je constate qu'à chaque fois qu'un point est élucidé, on introduit un nouveau point. À chaque fois qu'un point est réglé, on introduit un nouveau point. Donc, c'est un débat qui ne va pas finir. Désolé, mais je dois entrer en clinique. Voilà, c'était mon humble contribution pour ce débat-là. Je pourrais continuer de vous écouter, mais bon. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci énormément. Qui prend la parole? Il n'y a personne qui veut parler? Bonjour Cédric, moi ça m'intéresserait de t'écouter. Hein. Oui, mais tu sais, moi je suis quelqu'un de trop. Je cherche toujours à arrondir trop les angles. Donc c'est pour ça que des fois dans les débats, je suis pas très constructif, même si j'ai des idées. Hein. Mais j'essaie toujours d'arrondir les angles à ce qu'on s'entende tous. Moi, l'idée de coopérative, elle est très bien. Elle est très bien. Il faudrait que l'État même encourage cela. Et pour éviter toute dérive, je pense, hein, c'est un argument que je pense, faudrait restructurer la coopérative. On va me dire oui, mais une coopérative, c'est ça, c'est comme ça. Pourquoi la modifier? La modifier pour éviter les dérives, c'est que à travers la mutualisation de tout ce qu'une coopérative peut apporter, que ce soit les ingénieurs agronomes, que ce soit en matériel, que ce soit en logistique, faudrait quasiment faire un droit d'entrée dans cette coopérative. On me dira qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, mais un droit d'entrée, c'est pas forcément que donner de l'argent. Hein. C'est aussi par un contrat dire qu'on est dans cette coopérative, mais on est soumis aussi à certaines obligations. De telle sorte que la brebis galeuse qui irait vendre son cacao ou sa production à une tierce personne, aussi, risque d'être exclu de cette coopérative et ne bénéficierait plus éventuellement du support technique, logistique
et liées à la coopérative. Est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir à ce niveau-là aussi? Est-ce que l'État ne pourrait pas aider les coopératives à aller dans ce sens afin que tous les petits producteurs, parce que dans ça, il y a toujours les petits et les grands, même si on a fait une moyenne, et partout, partout, que ce soit en France, aux États-Unis, il y a certains qui vont toujours bien s'en sortir, qui ont de grandes productions, qui vont faire leur mal financière et qui ont tout intérêt à ce que les petits n'arrivent pas à se structurer, n'arrivent pas à évoluer, parce que eux, ils sont dans leur confort. Et puis voilà, ils sont dans leur confort, ils ont leur business, ils arrivent à gérer, ils arrivent parfois même à s'enrichir. Et voilà. Donc, est-ce que les petits, notamment, devraient pas avoir une certaine discipline? Faudrait aussi que l'État y apporte. Faudrait que l'État y apporte parce qu'elle doit défendre ces petits producteurs-là aussi. Donc, est-ce qu'ils devraient pas tous se discipliner et vraiment se relancer à travers les coopératives et se structurer dans les coopératives? Est-ce que ce serait pas une bonne idée qui est ça afin que les petits producteurs restent dans les coopératives et n'aillent pas comme des brebis galeuses lorsqu'on leur propose notamment je le vois, des Français, des chocolatiers qui vont directement auprès des planteurs, des producteurs et achètent d'avance à des prix le cacao ou autre. Donc il y a cette dérive-là qui est souvent connue. Il n'y aurait pas-il un moyen à travers la coopérative, en tout cas, de régler cela? Ce serait ça ma question. C'est une motion et en même temps, voilà. Donc, peux-tu me donner ton avis dessus? Bon, vraiment, de mon point de vue, le problème des planteurs de Côte d'Ivoire, il est philosophique. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Il est philosophique et le péché originel, à mon corps défendant, il date depuis l'ère Houphouët-Boigny. Moi, mon papa m'a rapporté. Bon, lui, c'est un oufouettiste de base. Donc, il ne peut pas mentir sur Houphouët. Il m'a rapporté qu'Houphouët considérait que si les planteurs sont riches, le pays va être difficile à gouverner. Voilà. Ça, c'est ce que lui m'a dit. Je ne sais pas où il l'a entendu. En tout cas, c'est comme ça que lui m'a expliqué. Donc, excuse-moi de m'introduire comme ça brutalement dans ton intervention, excuse-moi encore. Mais alors que lui-même, le père Houphouët était riche, il était planteur. Bon, vas-y. Donc moi, je pense que c'est le péché originel même de l'agriculture de Côte d'Ivoire qui est là. C'est-à-dire considérer que si les planteurs sont riches, ils vont être insaisissables. Bon, peut-être qu'il faut il a la vision aussi. Parce que si, imagine, si tous les planteurs sont riches, à leur juste valeur, tu ne peux pas venir dire que tu leur offrir une ambulance plaque jaune, c'est-à-dire une ambulance qui est payée par lui-même ses impôts. Tu vas venir lui dire que je te donne ça, il faut voter à la veille des élections pour dire votez pour moi. Tu ne peux pas venir lui dire ça. Souvent, je reviens dessus, mais tout est là. Tout est là. Voilà. On maintient les planteurs dans des situations et puis après, on en fait de ce qu'on veut. Ça dit, l'exemple, je vais laisser l'exemple cacao là, parce que ça c'est trop politisé. Et c'est un sujet qui est très glissant. Comment vous pouvez prendre l'exemple du palmier à huile? Comment vous pouvez comprendre? Ce cacao là, on va dire non, il y a des facteurs endogènes, exogènes, la fête hors du pays, dans l'intérieur du pays, mais palmier à huile là. L'essentiel de notre huile est transformé par des usines qui sont en Côte d'Ivoire ici. Et on dit bon, pour que les fonctionnaires, là, parce que c'est eux les grands acheteurs d'huile, au village là-bas, là, nous on se débrouille avec huile rouge. Bon, pour que les fonctionnaires qui sont assis ici, qui disent que quand tu fais le calcul que le planteur à 200 000, c'est bien pour lui, oublions même d'intégrer les charges. Il faut partager le manœuvre, tout ça. Bon, ça, on va pas revenir dessus, il est parti. J'ai dit, comment vous voulez que le planteur qui a produit sa graine de palme, et puis le coût international est élevé, et puis donc du coup, lui va avoir de l'argent, il va devenir riche. Et on dit non, toi le planteur, si on veut respecter la loi du marché actuellement, tu seras riche,
Mais toi, là, faut te calmer. On va plafonner tes prix pour permettre aux usines de donner, de faire de l'huile qui est accessible à nous tous qui sommes assis dans nos bureaux, là, à dire les fonctionnaires qui font les grandes analyses partout, là. Comme ça, eux, l'huile sera accessible pour eux. Et lui, le planteur qui a travaillé, là, en dépit de l'augmentation du coût, lui, on plafonne. Et puis, quand le prix baisse, là, il n'y a pas de parachute. Mais c'est une injustice. C'est une injustice. C'est la même chose qui vient de se passer dans le cacao, là. Quand le coût est élevé et que le planteur se plaint, on dit non, il faut te calmer. Ça, tu sais que nous, on a mis un système de péréquation ici, de déstabilisation des prix, donc il faut te calmer. Il se calme. Maintenant, quand il doit bénéficier de ce système-là, il est laissé, il est livré à lui-même. Depuis la campagne a commencé là, jusqu'à présent, la solution n'est pas trouvée en février. La campagne tient ça. La campagne est finie, mais on a commencé la petite campagne. Il y en a qui n'ont pas pu vendre leurs produits, leur cacao est encore sur papier. Ils n'ont pas de coin pour stocker dans de bonnes conditions. Ils sont obligés de libérer. Donc moi, vraiment, je vais m'arrêter là. C'est pour expliquer un peu à Cédric, pour dire que c'est un problème philosophique même. La manière dont on a conçu, ça dit... On t'a pas entendu. Bon, moi, je t'ai pas entendu. Il y a un bout de ton intervention qui était truc là. On n'entendait plus. On n'entendait plus. Tu parlais de péréquation et quoi. Et quand tu as prononcé le mot péréquation, là, t'as pas Je ne entendu. prononce plus le mot alors. Il dit, dans un système où, quand le prix doit être élevé pour le planteur, on fait valoir la stabilisation pour lui garantir qu'en retour, quand le prix sera bas, on va le stabiliser à un certain niveau de prix. Et puis au moment où il réclame le retour de l'ascenseur, on conjugue. On va ici, on va là-bas, on va ici, on va là-bas. Donc je dis, pour répondre à Cédric, faut l'agriculture de Côte d'Ivoire là date de l'ère coloniale. C'est-à-dire le colon, il a conçu la Côte d'Ivoire comme un pays qui est là pour le cacao là. Non, on ne connaissait pas ça à Zamaka, à Zenzenou, on ne connaissait pas ça à Blonamoué, on ne connaissait pas ça à Soubré, à Oboayo, on ne connaissait pas le cacao. C'est le colon qui a envoyé son truc ici, et puis dit à ces colons qui sont ici, à ces colonisés qui sont assis ici là, vous là, faites-moi telle culture, je vais prendre ça pour aller faire mon chocolat, moi mon peuple aime ça. Et on est dedans, hein. Et on est dedans. Depuis lors. Donc c'est un système où en fait on était les manœuvres des colons. À la colonisation, enfin à l'indépendance, on est devenu maintenant les manœuvres de l'État. C'est-à-dire le cacao là, c'est pour l'État qu'on fait, c'est pour l'État on fait. C'est lui qui fixe le prix. C'est-à-dire l'État est victime, ça on appelle le karma là. L'État se plaint que à l'extérieur là, lui a le cacao et c'est les gens qui fixent le prix. Mais il ne se plaint pas que lui n'a pas de plantation, hein, mais c'est lui qui fixe les prix. Vous comprenez? On est dans ce système-là. Et le seul perdant de ce système-là, c'est le planteur. Donc moi, je plaide pour un changement de mentalité. Il faut qu'on passe de l'agriculture, où les planteurs sont les manœuvres de l'État, à un système où les agriculteurs sont des partenaires de l'État, où ils parlent d'égal à égal, ils regardent l'État droit dans les yeux. On ne les infantilise pas, on les réunit à Niamsoko pour dire le cacao est 1000 fois aujourd'hui, puis ils applaudissent. De la manière, les Sifka, Daouda Sobafolo et autres, regardent l'État dans les yeux et puis parlent à lui là. C'est comme ça, les planteurs aussi, même s'ils sont petits à leur niveau, puissent parler droit dans les yeux aussi planteurs, enfin à l'État. Voilà toute ma théorie. Je pense qu'au-delà des divergences politiques, hein, ça, celui qui met ça sur le RADP est malhonnête. C'est un système qui date depuis l'indépendance. Voilà. Donc vraiment, moi je plaide, pour me résumer et chuter, je plaide pour un changement de paradigme. Arrêtons de voir les planteurs comme des petits boussards, des petits villageois qui travaillent là-bas. Il faut les considérer à juste titre comme des agro-entrepreneurs. Merci. Combien moi, je vais te poser la question pour comprendre quelque chose. Est-ce que tu m'entends? À combien? Je t'entends. Non, d'accord. Parce que ça coupe, je sais pas si c'est mon bien, si c'est tout le monde. Bon, je veux comprendre un truc, hein. Les planteurs là, je sais qu'ils sont organisés en coopérative en fonction de leur localité, mais est-ce qu'il y a une sorte de grande coopérative qui réunit toutes les petites coopératives là? Est-ce qu'il y a ça?
Ça qui est censé être le conseil café cacao. Hein, c'est ça que le conseil café cacao, non? Ça qui est Non, c'est censé pas ça. être... Le conseil café cacao, c'est une autorité de régulation. Eux, ils sont pour l'État. Eux, ils travaillent pour l'État. Maintenant, ce que moi je demande, est-ce que les planteurs eux-mêmes là, ils sont pas réunis dans une sorte de grande coopérative qui les réunit tous pour qu'ils puissent négocier, comme à l'image de Sifka par exemple. Tu as dit que Sifka négocie directement avec l'État, mais c'est parce que pour moi, hein, l'un des avantages de Sifka, c'est qu'ils sont pas éparpillés. Voilà, c'est un groupe qui est consolidé, c'est un seul groupe qui parle d'une seule et même voix. Peut-être que, comme il y a différentes coopératives, les revendications peuvent être différentes, voilà. Est-ce qu'il y a pas, ils sont pas réunis au sein d'un seul groupe? Excuse-moi, mon frère, de te couper. Est-ce que tu veux parler d'un syndicat, peut-être? Non, pas d'un syndicat, une sorte de fédération de coopératives. Voilà. Ah, ok. Oui, un syndicat, par exemple, oui, ça peut se présenter sous cette forme. Un syndicat, par D'accord. exemple. Ça a existé. C'est ça qu'on appelait FDPCC là. Mais ça Enfin, je sais n'existe pas, en tout cas, il y avait plein de trucs. Il y avait fonds de développement de cacao, il y avait bourse de cacao, il y avait je sais pas quoi là. En tout cas, il y avait plein de trucs. Voilà. Mais le problème qui s'est passé là, pour revenir au fameux débat à l'époque de la libéralisation, le système de libéralisation n'était pas mauvais. Mais comme d'habitude, nous, en tant qu'Africains, c'est triste de le dire, ouais, mais c'est d'autre côté humain là qui a gâté le système. Voilà. C'est-à-dire un petit groupe d'individus a bouffé l'argent de tout le monde. C'est-à-dire, si on vient, on dit, bon, le système est libéralisé. C'est vrai, c'est libéralisé. Hein. On donne la filet aux planteurs. Mais les représentants des planteurs, là, si tu remarques bien, ils étaient devenus les plus riches du pays. Ils ont fait la gabégie jusqu'à le système a pris de l'eau. Même matièrement, on te parle, là. Hein? On marche des œufs, hein. On te fait accuser de diffamation. Mais c'est pas trop clair au niveau du conseil café cacao. C'est tout ce qu'il peut dire pour le moment. Voilà. Ah, ok. Donc, voilà. Lorsque tu parles de philosophique, en fait, c'est ça. Je pense, au-delà de l'État qui a sa responsabilité, les planteurs, on pourrait dire qu'ils doivent faire preuve de cohésion et laisser les vieilles mentalités où souvent la corruption, l'informel prime. Parce que si les petits producteurs ne se tiennent pas la main là, très concrètement, qu'ils soient pas représentés par quelqu'un qui parle d'une seule voix de manière à faire évoluer leur profession et leurs droits, ça va être difficile pour eux de s'en sortir, hein, à moins que l'État les prenne par la main et leur montre le chemin. Moi, je suis d'accord qu'un producteur, faut le valoriser. C'est le grenier de demain. Toute agriculture doit être valorisée parce que un moment, je suis d'avis que la nourriture va manquer. La nourriture devient de plus en plus un luxe. On peut le voir sur l'aspect mondial. Hein. Je pense que si les producteurs se tiennent la main, ce sont peut-être les personnes qui seront les plus riches demain parce que on a vraiment besoin de nourriture en tout genre. Donc, est-ce qu'il faudrait pas qu'ils s'assiedent et qu'ils se revoient un peu et visent pour l'avenir un peu plus pérenne à leur niveau avec en structurant les choses et changeant leur mentalité où l'un essaie toujours de prendre le pas sur l'autre de manière financière ou autre. C'est la réflexion à pousser selon moi aussi. Maintenant, à combien moi, il y a une autre question. Est-ce que un planteur peut négocier directement, je dis n'importe quoi, est-ce un grand planteur peut négocier directement le prix de son cacao avec Nestlé, par exemple? Il ne peut pas. Ah. Moi, moi, je comprends pas comment l'État gère ça. Rien. Bon, vous plantez pas, vous faites rien,
c'est vous qui décidez du prix. Les gens plantent, c'est vous qui décidez, ils vont vendre ça à combien. Normalement, je pense qu'ils devraient peut-être permettre à ce que les planteurs puissent directement négocier avec les grands industriels. Mais peut-être qu'ils se sont dit que bon, s'ils permettent ça, les prix vont être trop variés, les prix vont flamber. Après, comment dirais-je, les produits de consommation seront chers. Peut-être que c'est pour ça que l'État décide. Et même pour réglementer comment le Conseil Café Cacao, c'est une autorité de régulation. Pour réglementer un prix, il faut qu'il y ait impérativement une négociation entre l'État et puis les planteurs. Ils ne peuvent pas décider de leur propre initiative, c'est-à-dire en fonction de leurs prérogatives, s'asseoir dans un bureau pour dire non, bon, cette année, le prix du cacao sera atteint. Non, ça se fait pas. On négocie. Même quand même quand l'État veut négocier les prix des produits de grande consommation, c'est-à-dire qu'ils disent que lui, il ne peut pas dépasser tant, il négocie avec Carré-d'Or, il négocie avec, voilà, c'est comme ça que ça se fait. C'est dans la négociation, un consensus. Mais quand on veut fixer le SMIC, c'est avec le patronat qu'on négocie. L'État ne peut pas s'asseoir dans un bureau pour dire non, pour nous, on va fixer le SMIC à 100 000 francs. Non, il négocie avec le patronat pour dire non, est-ce qu'on peut accepter d'un commun accord, est-ce qu'on peut accepter que voilà, c'est comme ça, tous les prix réglementés, c'est comme ça que ça se fait. L'État ne peut pas s'asseoir, même pour le transport, on négocie avec les syndicats. Mais eux, ils s'asseyent et puis de ce que je comprends, le prix même est fixé sans l'accord même des planteurs. C'est pour ça qu'ils se plaignent. Je pense que s'il y avait un consensus, s'ils s'entendaient, il y aurait pas, ça va régler beaucoup de problèmes. Voilà. Maintenant, l'autorité pour l'autorité de régulation aussi, normalement, sur le terrain, on dit que le prix est fixé à 800 francs. Peut-être par kilo. Je donne un exemple parce que je connais même pas. Et puis, s'il y a des gens qui achètent à 300, et puis c'est connu de tous, normalement, si c'est occulte, on peut comprendre que l'autorité de régulation ne réagisse pas. Mais s'il est notoire que certains acheteurs vont acheter le cacao à un prix plus bas que ce qui a été fixé, normalement, l'autorité devrait dire non, faudrait pas que vous fassiez ça, etc. Voilà, bon, je sais pas, hein. C'est trop bizarre. C'est que bon, c'est pas, ils vont bien négocier entre eux là-bas. En plus des planteurs, il y a beaucoup d'autres corps de métier qui peuvent se plaindre aussi, hein, mais bon, pour les planteurs, quand même, je trouve ça quand même très bizarre. Merci. Excusez-moi, combien le système, c'est quoi? On parle de vente par anticipation au niveau du prix pour contrôler le prix et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui arrive? Quand on dit vente par anticipation, c'est juste que les compagnies qui doivent acheter le produit, ils garantissent un montant auprès de l'État et puis ils signent un contrat avec les producteurs, en fait les acheteurs. Donc ces acheteurs-là sont eux qui vont aller prendre auprès des planteurs, des producteurs et puis livrer ça à leurs clients à l'international. Mais ce client-là, pour qu'il soit, comment on appelle ça, dans le système, en fait, qu'il soit reconnu par l'État, ainsi de suite et tout, on mène une enquête, l'État mène une enquête sur ce client qui arrive, et ensuite, ce client dépose une garantie pour dire que le prix qu'on va fixer à telle période, à telle campagne, tu seras obligé de le prendre. Si tu ne le prends pas, c'est cet argent-là qu'on va injecter là-dedans. Donc, si tu veux, quand l'État aujourd'hui ressort pour dire, on va acheter, je vais vous expliquer le montant, là, d'où est-ce que ça vient, cet argent, d'où est-ce que ça vient. Ce qui arrive, c'est que quand le prix chute, parce que tu as donné un prix, et puis au cours de la campagne, le prix chute. Donc, est en dessous de ton prix qui a été fixé pour pour l'anticipation. Parce que l'anticipation, tu ne peux pas être au même prix que le coût du marché, sinon ça sera plus de l'anticipation. Donc, ils font une moyenne sur une certaine période et puis ils donnent un prix. C'est pourquoi vous allez voir que c'est toujours presque les mêmes prix. Et puis, ils donnent le prix. Donc, une fois le prix est donné pour la vente par anticipation, ce dernier-là, acheteur qui a fait le contrat avec le producteur, pardon, l'acheteur, qu'on appelle ça même, les revendeurs, ce dernier-là, quand le prix baisse, mais il fait un calcul. Il a déposé une garantie, par exemple, de 200 millions auprès de l'État, au cas où il ne vient pas prendre son produit. Et qu'il doit acheter, par exemple, il dit n'importe quoi, 200 000 tonnes. Et quand il fait son calcul, s'il se retrouve à perdre peut-être 1 milliard et tout, mais il se dit quoi? Il préfère soit abandonner ces 200 millions-là et puis aller acheter ça
au prix du jour qui est en dessous du prix par anticipation fait par l'État. Donc, il va aller ailleurs. Ou bien même, il va essayer de justement fonctionner par magouille ou attendre quand le producteur ne peut plus vendre et tout. Parce que comme il dit, c'est des denrées périssables. Donc, les gens, ils jouent là-dessus. Quand le producteur ne peut plus vendre, ensuite, acheter au plus bas prix. Comme ça, même s'il perd ses 200 millions auprès de l'État, parce qu'il n'est plus tenu de l'acheter à ce prix qui sera fixé par l'État, lui, il l'achète à un autre prix. Voilà un peu le truc. Et puis, il gagne là-bas. Donc, il y a beaucoup qui le font. C'est pourquoi ça joue sur le planteur. J'ai entendu quelqu'un qui disait que CNCI, il y a eu des débats et tout. Mais oui, il y a eu des débats pour parler de... C'était même pas la libéralisation dans cette époque-là. Comme on l'a dit, c'était une grosse coopérative qui était le FDPCC qui gérait. Sauf que les têtes, malheureusement, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais partout, ça se fait. Hein, que même aujourd'hui, par anticipation, il y a dans le CCC, il peut y avoir des magouilleurs aussi qui vont détourner ce montant-là. Ça va jouer sur les producteurs. Toujours est-il que, est-ce que le système, il est bon ou il n'est pas bon? Qu'est-ce qui impacte le plus les planteurs? Donc, quand on regarde l'ancien, on voit que ça impactait le plus les planteurs, étaient au cœur de leurs choses. Même si on le payait à prix moindre, mais ils avaient un retour. Parce que cette coopérative-là qui engrangeait le surplus d'argent, réalisait des travaux pour ces derniers-là, tels que, comme il dit, des forages, des routes reprofilées, de l'engrais. Il y avait plein de choses qui étaient mises à leur disposition. Donc, ils avaient ce retour. Même si le prix était bas, ils avaient ce retour. Aujourd'hui, oui, le prix est élevé, mais est-ce que le retour, il est là en même temps? Non, parce que l'État a d'autres charges. Donc, il déplace cet argent-là pour d'autres choses. Ce qui fait que les autres, ils n'ont pas ce retour, même si c'est payé un peu plus, parce que quand on fait le coût de la vie monte, donc c'est sûr que le cacao va monter. Donc, même si c'est payé un peu plus, mais ceux-là, souvent, il y a des travaux qui ne sont pas faits à leur niveau. Et ils souffrent encore 2 fois plus pour écouler leurs produits. Ça devient encore plus difficile pour eux. Donc, quelque part, dit que ah non, ça a été discuté sur NCI, mais il fallait inviter les acteurs qui avaient mis ça en place. Peut-être que sur NCI aussi, les gens n'ont pas pu répondre parce qu'ils n'ont pas invité les acteurs qui étaient responsables de ça dans cette période-là. On ne dit pas ça aussi non plus. Pour dire que, toujours est-il que le produit en lui-même, là, celui qui le produit, là, en fait, la spéculation, là, celui qui le produit, je pense que c'est lui le premier responsable. Parce que quand tu le fais gérer ta production par quelqu'un d'autre, mais tu as l'air de quelqu'un qui va tendre la main parce que tu dépends de lui. Mais si ta production dépend de toi, même si que ça a marché ou que ça n'a pas marché, tu es le premier responsable. Donc c'est un point que je voulais rajouter un peu à ce que Ange... Le seul élément que je voulais ajouter à Axel, tu sais, ce que je vais dire là, ça va vous choquer, hein, mais c'est la vérité. Les plantations qui sont là, ça appartient à l'État. Voilà. Parce que si tu n'as pas de titre foncier, la plantation appartient à l'État. L'État est gentil, c'est tout. Voilà. Si on veut faire du droit, ta spécialité d'ailleurs, voilà, la parcelle, là, si tu n'as pas de titre foncier, là, c'est pas pour toi. Voilà. Donc l'État consent hein, à nous laisser travailler sur ces parcelles. L'État consent à nous laisser travailler sur ces parcelles. Voilà. Sinon, en réalité, là, les parcelles, là, c'est pour l'État. Voilà. C'est ça qui est le vrai problème. Et le machiavélisme de l'État. Vraiment ça, vraiment, excusez-moi, mais j'aurai toujours l'impression, je vais toujours donner l'impression d'être complotiste, mais j'ai beaucoup analysé la question et je vous prie de me croire. L'État ne fait rien pour rien. C'est impossible aujourd'hui pour un planteur lambda d'avoir le titre foncier. Renseignez-vous. Toi, tu as combien pour avoir le titre foncier? Non seulement ça coûte cher de façon mécanique, le petit planteur ne peut pas avoir le titre foncier. Deuxièmement, le processus même pour accéder même au certificat foncier, pour dire titre foncier même là, c'est la croix et la bannière. Et donc moi je refuse de croire que l'État ne fait pas exprès. Je ne peux pas croire. Aujourd'hui là, si tu vas à la mairie de Yopougon, où moi je suis né, tu vas faire ton extrait de naissance, tu rentres là-bas à 10h12, à 10h30, tu sors ton extrait de naissance. Vous comprenez? Tu peux être assis à Bengourou aujourd'hui. Tu as besoin de ton casier judiciaire. Tu as besoin d'un certificat de nationalité. Tu es assis à Bengourou. Tu prends ton téléphone. Tu vas sur ton application, je ne sais pas quoi là. Quelque chose, en tout cas une application, e-juriste ou bien je ne sais pas quoi là. Tu tapes dessus,
Dans 3 jours, on t'emmène ton certificat, on t'emmène ton casier judiciaire. C'est-à-dire, il y a des secteurs où on fait diligence dans les processus, dans les procédures. Voilà, c'est ça, e-justice. Merci, Apple. Il y a des secteurs où on fait diligence pour avoir les papiers. Il y a des secteurs où on traîne. Et si tu essaies de fouiller un peu, tu vas comprendre pourquoi on traîne. Aujourd'hui, là, si l'État se fâche, si l'État vient dire, moi j'ai déjà signé un contrat avec une structure qui va faire du riz à grande échelle. L'État débarque dans ton village, là. L'État prend la parcelle qu'il veut. Et puis, en retour, on te fait un dédommagement circonstanciel. Mais si tu avais un titre foncier, là, on allait te considérer. On allait discuter avec toi. Parce qu'on sait que si tu n'es pas d'accord, ils ne pourront rien faire. Sinon, vous allez vous retrouver à la justice et tu vas gagner. Mais les procédures pour avoir un titre foncier en Côte d'Ivoire ici, si un connaisseur peut monter sur le panel pour expliquer à tel point, c'est la sorcellerie étatique pour maintenir le planteur dans la précarité judiciaire. Vous comprendrez tout le fond de mon propos quand je parle de philosophie. Voilà, on veut maintenir le planteur comme un manœuvre et non comme un partenaire avec qui on veut parler d'égal à égal. Voilà ma théorie. Et ça, ce n'est pas lié au RADP, c'est depuis que le pays est pays. Vas-y. Yo, RHDP, c'est lié à eux. Perdre le temps inutilement. Tu sais très bien que ce n'est pas lié à eux. C'est pas eux qui ont créé. Côté sur eux maintenant. Les autres, là, on les a plus. En tout cas, autant les planteurs peuvent se plaindre, autant il y a beaucoup, comme je dis, il y a beaucoup d'autres corps de métier qui peuvent estimer qu'on peut revaloriser leurs revenus. Voilà, mais bon, c'est vrai que les planteurs estiment être les plus importants. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont à leur avantage. Je crois qu'on soigne les enfants. J'ai déjà entendu ça sur un panel. Ils se soignent gratuitement, on soigne leurs enfants gratuitement. Ils ont des avantages. Ils ont quand même quelques avantages, hein, oui. Jacques, il ne faut plus répéter ça. Il ne faut plus répéter ça parce que c'est la plus grande foutaise. Ça dit que c'est la preuve même que nous, on est analphabètes là. C'est ça. On se fout de nous. Bon, celui qui me dit ça, on fait pas là. Ah, je te préviens. Parce Donc, non, je viens t'expliquer. Tu fais allusion à la carte CMU qui est prélevée via la carte planteur, n'est-ce pas? Voilà. Voilà exactement ce qui se passe. Quand tu as ta carte planteur, c'est-à-dire quand tu es déclaré au Conseil Café Cacao, là, on te prélève. Tu comprends, non? Et c'est quand tu as prélevé au Conseil Café Cacao, là. C'est ce qu'on prend dedans et puis on verse à la CMU. C'est-à-dire que tu cotises au même titre que le fonctionnaire. Pourquoi on dit on t'a fait cadeau? Pourquoi? Moi, je ne veux pas entendre ça même. Voilà. C'est une sorte de CNPS façon. Hein. Voilà. C'est-à-dire que le Conseil Café Cacao te prélève obligatoirement. C'est-à-dire que quand tu as ta carte du Conseil Café Cacao, on te prélève dedans. Et on prend une partie pour reverser à la CMU. Actuellement, dans le pays où on est là, la gratuité de la CMU est finie. Mais pourquoi pour le café cacao, les planteurs café cacao, ça passe toujours? Parce que le planteur café cacao, là, lui, on le prélève. Sinon, si c'est pour dire que non, on fait d'autres planteurs là, pourquoi est-ce que le planteur de riz, le planteur qui fait rizière, là, pourquoi lui, il bénéficie pas de ça? Faut qu'on nous explique. Pourquoi le planteur qui fait coco, lui, bénéficie pas de ça? Un mois, les gens n'ont qu'à arrêter. Voilà. Ils n'ont qu'à arrêter d'infantiliser les planteurs. Tu me prélèves, tu me donnes le service auquel j'ai droit. Ce n'est pas un don que tu fais. C'est la même chose. Même chose, on te prélève encore pour faire route. On te prélève pour t'encadrer. Et puis on dit, faut venir me... À combien? Excuse-moi, j'ai une question pour toi. Quand tu dis on prélève là, sur ce côté-là, j'aimerais savoir, il y a quelle assistance sociale où on ne prélève pas quelqu'un et puis on le fait bénéficier gratuitement? Même si peut-être quelqu'un peut bénéficier aujourd'hui, mais c'est parce qu'on prélève toujours quelque part. C'est le contribuable qui permet aux assistances ou on va dire à tout ce qui est aide de pouvoir exister. Donc, quand tu parles de prélèvement, c'est logique. Toi, moi, on ne se comprend pas. Hein. Moi, je n'ai pas... Oh, voilà. Donc, sinon, je suis d'accord avec Ange Axel dans la mesure où le Conseil Café Cacao met en place un mécanisme de prélèvement, mais qui va les faire bénéficier de soins ou de d'autres avantages, quoi. Mais de là à dire qu'ils sont prélevés, donc c'est comme c'est pas gratuit, non.
on essaie de les organiser pour qu'ils puissent bénéficier d'aide. Et ça, c'est partout, même en Europe, n'importe où, aux États-Unis, en France, partout, c'est comme ça. Moi, j'ai une question pour toi. Donc, les fonctionnaires pour qui on prélève MUJFC là, c'est un don, c'est gratuit pour eux. C'est pas un don, mais le fait de les organiser, d'effectuer un prélèvement pour que demain, en cas de sinistre ou en cas de problème de santé, ils puissent en bénéficier là, c'est salutaire. C'est comme ça le monde fonctionne. C'est ce que je te dis. D'accord avec toi, c'est salutaire. Voilà. C'est très bien. Voilà. Seulement, Voilà. dis, Donc en ce moment, tu dois pas, je termine, tu vas comprendre. En ce moment, tu dois pas parler comme si ce qui est fait n'est pas, non seulement n'est pas salutaire, et comme si l'État les amputait des fonds, mais sans leur faire bénéficier en retour de ce qui leur était prélevé. Parce qu'aujourd'hui, toi, on peut te prélever en 3 mois. Mais, bon, je vais pas prendre l'exemple sur toi personnellement. On peut prélever X en 3 mois. Mais X peut bénéficier de soins qui vont même à hauteur de 25 millions. Est-ce que pendant les 3 mois, là, ce qu'il a cotisé, là, est-ce que ça vaut les 25 millions? Donc, dès lors que Ange Axel dit, il bénéficie de soins, si toi, tu sais que ça s'est fait, même si c'est sur la base d'un prélèvement, mais c'est à saluer. Peut-être que hier, ils n'étaient pas organisés comme ça. Donc, quand quelque chose est bien, faut pas qu'on essaie forcément de trouver l'inconvénient derrière. Honnêtement. Si tu le permets, en fait, oui, vas-y. L'observation que j'étais en train de faire là, c'est que moi, j'étais sur un panel et le monsieur expliquait que pour lui, il parlait même pas de cotisation. Il dit que l'État soigne les planteurs gratuitement. Donc, il parlait même pas de cotisation. Maintenant, à combien ma recrute me dit que non, qu'en réalité, les soins dont bénéficient les planteurs là, c'est parce qu'ils cotisent. Voilà, ils cotisent. C'est vrai que l'État peut peut-être ajouter sur leur cotisation. Peut-être que leur cotisation suffit pas. Ok. Non, mais comme tu n'avais pas aussi, Ange Axel, tu n'avais pas aussi détaillé ta question comme ça. Hein. Tu avais dit simplement que ils bénéficient d'aide. Ils ont des avantages. Ils sont soignés gratuitement. En plus des soins. Voilà, donc. Que les enfants ont certains avantages. Voilà, moi je suis venu sur la base, et tu as même parlé de CNPS. Donc moi je suis venu sur la base de la CNPS ou la MUJFC, parce que on voit plusieurs organisations qui prélèvent, mais derrière, qui font bénéficier des soins. Sinon, sur cette base-là, c'est salutaire. Mais maintenant, après, si la personne te dit qu'il y a des soins gratuitement, sans prélèvement, ça c'est faux. Voilà. C'est archi faux. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est ce que à combien vous voulez corriger. Sinon, bon. Oui, mais je comprends aussi, hein, mais faut pas oublier que même si ils cotisent et que ce n'est pas gratuit, pour leurs bénéficiaires, il y a des bénéficiaires, parce que j'ai même vu le témoignage de quelqu'un qui disait qu'il est content parce que sa femme aussi, ses femmes, il a même dit ses femmes, ça m'avait même un peu fait rire avec jus d'orange, que ces femmes pouvaient bénéficier aussi de cela. Donc il y a les ayants droit, il y a les bénéficiaires, et de toutes les façons, comme on disait, dans toute filière, je parle filière, hein, il y a des cotisations on peut pas maintenir un système de santé sans qu'il y ait des cotisations aussi, hein, mes amis. Donc, je peux comprendre que c'est pas gratuit, mais rien n'est gratuit. Excuse-moi, Cédric. Le problème que Akoumia soulève, et moi je suis d'accord avec lui, c'est-à-dire pourquoi on ne dit pas que l'État soigne les instituteurs gratuitement? Pourquoi on ne dit pas que l'État soigne... voilà. C'est-à-dire, ce que Akoumia lui veut révéler, c'est-à-dire, quand on dit c'est gratuit, là, il faut dire que les planteurs, là, ils paient la CMI au même titre que tout le monde en Côte d'Ivoire. Le discours que les gens tiennent, c'est-à-dire, c'est de fait pour dire non, que les planteurs, ils sont soignés gratuitement, sans prélèvement. Donc, lui précise que non. C'est au même titre que les instituteurs, au même titre que les fonctionnaires, au même titre que les habitants de la Côte d'Ivoire, ils payent, je crois, ceux qui travaillent, je crois, ils payent une partie, leur employeur paye une partie. Et puis bon, dans un système mutualisé, c'est toujours comme ça, hein, c'est comme les assurances, hein. Il y a des gens qui ont payé l'assurance toute leur vie, ils n'ont jamais eu d'accident. Voilà, mais il y en a qui payent l'assurance aujourd'hui, demain ils font un grave accident. Voilà, donc dans les systèmes mutualisés, là, il y en a qui bénéficient, il y en a qui cotisent. On ne va pas dire à perte, mais il y en a qui cotisent, mais qui ne bénéficient, entre guillemets, de rien finalement. Voilà.
Ouais, je suis d'accord. Lorsque j'avais entendu cette information, moi de mon côté, j'avais pas retenu dans la communication ou dans l'apparition du journal. J'ai plus la source. Je l'avais lu avec jus d'orange et ils avaient pas évoqué ça sous l'aspect gratuité. Hein. J'ai pas vu qu'ils ont évoqué de gratuité. À l'époque, c'était surtout pour dire que dans cette filière, sachant qu'il y a beaucoup de problèmes de santé aussi, il est important que les gens puissent savoir qu'ils peuvent bénéficier, peut-être pas gratuitement, aussi de soins, quoi. Ah, bien, toi qui es au courant de tout ça, là, est-ce que il y a un système qui garantit la retraite des planteurs? Non, il n'y en a pas. Bon, donc tu vois que c'est un peu quand même malsain de venir dire non, que les planteurs, ils ont le même salaire que l'instituteur. L'instituteur, là, lui, sa retraite est garantie. Hein. Bonjour, Agomia, et le système de travail indépendant, c'est pas les planteurs ne sont pas concernés. Pas spécifique aux planteurs. C'est-à-dire, non. Ici, il t'a pas demandé si c'est spécifique aux planteurs. On pose une question. Il y a un système qui existe où tous les travailleurs indépendants, c'est que tu dois chez le formel ou l'informel, tu peux aller t'enregistrer à la CNP et tu fais cette cotisation, quelle que soit. Maintenant, si on pose la question, tu peux nuancer. Voilà, tu veux dire, s'il parlait d'un coup là, on peut te faire des planteurs qui ont souscrit au système de travail indépendant qui a été mis en place par la CNPS. Benson, pardon. Toi, ta défense, tu nous coûte que coûte derrière la DP là, pardon. Non. Mais pourquoi la CMU là? Pourquoi la CMU là? On a fait spécifique aux planteurs. Hein? Pourquoi la CMU est spécifique aux planteurs? Mais il y a CMU spécial planteurs, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Non, à combien faut demander à combien? Parce que même les travailleurs, tous ceux qui travaillent et cotisent, du moment que tu es dans il y a un CMU spécial pour les planteurs. Il y a un CMU spécial pour les planteurs. Il dit que ça existe. Comment spécial? Il y a un organisme qui prélève les cotisations des planteurs pour la CMU. Dans sa question là, est-ce qu'il y a le même système pour la retraite? C'est pas ça la question, grand frère Gaza. La question? La question, il n'y en a pas. Maintenant, le grand frère te répond pour te dire que, comme toi, tu dis qu'il y a la CNPS pour indépendants. Là. Pourquoi tu ne parles pas de la CMU aussi? Mais CMU, c'est pour tout le monde aussi. Il peut partir à titre indépendant pour faire. Je ne sais pas si tu comprends un peu la logique dont on parle. C'est ça que la question, je n'ai pas compris. Vous étiez dans un truc. Si c'est ça là, c'est qu'il n'y en a pas, au fait. Mais je tirais le point sur les trucs indépendants parce que c'est quelque chose qui est nouveau. Tout le monde ne sait même pas. La CNPS pour les indépendants, c'est quelque chose qui est nouveau. Tu vois? Donc, c'est quelque chose qui n'est pas vulgarisé, au fait, à tout le monde. On sait que seulement CNPS, c'est pour ceux qui sont dans le formel, qui sont dans les entreprises, point bas. Mais ce qui est à côté, là, on ne sait pas. C'est un nouveau produit qui a été mis en place. Voilà. Ça, j'ai rebondi aussi pour dire, mais il y a ça. Maintenant, si tu me dis que non, est-ce que le même cas qu'ils ont fait pour collecter directement pour la CNPS, le planteur, est-ce que c'est le même mécanisme? Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Merci beaucoup. Sisben, comme on appelle ça, les revenus des planteurs ne sont pas fixes, d'accord? C'est comme les revenus comme Benson l'a dit, des indépendants là. Ils n'ont pas de revenus fixes, mais l'État peut organiser de telle sorte que tu dis, bon, voilà, tu as un montant que tu cotises par mois, ça te donne tant à la retraite. Il y a un montant et le plafonner pour ne pas que les plus riches planteurs en profitent parce qu'ils auront les moyens de cotiser plus. Et bon, je sais pas, il faut trouver un mécanisme, ça se fait partout, hein. Parce que, moi, ce n'est même pas un argument pour dire que les revenus des planteurs ne sont pas fixes. On sait que quand c'est un planteur là, s'il est dans une collectivité, on connaît déjà ce qu'il produit par an, comme tonnage, avec les chiffres. Donc on peut dire, toi comme ça, on sait que par an tu produis ça. Vu les variations des coûts et autres là, voilà ce que tu dois cotiser. Point bas. Est-ce que ça, on peut pas nous dire que non, on n'a pas ces données là aussi? Ça, on peut pas dire que c'est pas fixe.
Même, bon, on va prendre quelle entreprise c'est rentré son fils. Benson, il a un peu raison quand il dit c'est pas fixe parce que le prix du cacao, tu n'es pas sans ignorer que ça même si tu as le même tonnage, tu peux le vendre à l'année N-1 à un prix et puis à l'année N à un autre prix. Donc tu n'as pas. Oui, on est d'accord, mais on va faire ça par le tonnage, en fait. On va dire, en fonction du prix, en fait, en fonction du prix, on connaît les prix. En fait, ce qu'il veut dire, on connaît les prix pour chaque saison, pour chaque campagne. Donc, c'est en fonction des campagnes, on peut fixer ce qu'il doit payer en fonction de ce qu'il produit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre une charge sur la table de quelqu'un où on sait que non, les revenus sont décidés aussi, l'État y intervient pour la fixation des prix. Genre, par exemple, si cette année le cacao est à 2000, que celui qui a vendu 10 tonnes, on fixe le prix sur ça, quoi. Oui, on fixe en fonction de ce qu'il vend. Ça va vite se gripper, ton système que tu veux mettre en place. Non, mais c'est ce qui se fait pour presque tous les employeurs, en fait. C'est-à-dire c'est en fonction de ce qu'ils gagnent qu'on fait les prélèvements. C'est pas, les prélèvements, c'est pas comme ça. En fonction, il y a les plages. On fixe les plages. En fonction de ce que tu gagnes, on prélève. On ne peut pas te prélever comme ça dans le vide. En fonction de ce qu'ils gagnent, tu payes. Voilà. Et c'est pas, ou bien, bon, et c'est pas comment ils vont le faire, mais c'est forcément en fonction de ce qu'ils vont gagner. Il y a Boua qui nous dit que ça existe déjà. C'est-à-dire, quand on fait une proposition, le RHDP va nous dire, tu as des gens de RHDP qui vont venir nous dire non, ça existe déjà. Ça existe, il faut monter pour venir nous dire où ça existe. Comme ça, à combien qui s'intéresse dans la chose, il va aller renseigner ses, comment on appelle ça, ses adhérents là-bas. Faut monter pour nous. Il a essayé de répondre à Sisben. Sisben, c'est pas en fonction des prix, il va prendre sa retraite. Quand on prend une personne qui a travaillé dans le privé, s'il gagnait 200 000 au début, qu'à la fin il gagne 1,2 million, c'est pas parce qu'il gagnait 200 000 au début qu'on va dire on va le payer 200 000. Non, c'est en fonction de ce qu'il a cotisé. Quand il prend sa retraite, c'est cette moyenne-là qui est faite. Il y a les calculs qui sont là, il y a les formules qu'on applique, et puis on trouve ce qu'on doit lui verser. C'est le même système. Pourquoi tu as dit c'est en fonction des prix? C'est en fonction de ce qu'il a gagné, qui est dépendant des prix de chaque campagne. Mais quand il va finir, il va prendre sa retraite. C'est pendant tout le temps qu'il a cotisé. C'est ce qu'il a fait là. On va appliquer la formule pour trouver ce qu'on doit lui payer réellement. Pourquoi c'est en fonction des prix ça? Contrairement aux travailleurs, le planteur là, lui peut avoir ses revenus baissés pendant au moins 5 ans, 6 ans, 7 ans comme ça. Que tu te souviens-toi de la crise comment on appelle ça, un moment, on n'arrivait plus, le coût du cacao est baissé drastiquement sur le comment on appelle ça, sur le marché international. Donc comment on fait? C'est pour ça moi j'ai dit il faut mettre un montant fixe par rapport à des calculs, comme tu l'as dit tout à l'heure. On fait un montant fixe, quel que soit ce que tu as touché. À la fin, on te dit, par exemple, je donne des chiffres comme ça, hein, tu payes 10 000 par mois à ta retraite, tu auras 50 000 francs par mois. Si tu payes 20 000 à ta retraite, tu auras 100 000. Donc, toi-même, tu regardes ça et puis tu cotises par rapport à ça. Parce que le fonctionnaire, par exemple, en France, on te prend pour calculer ta retraite là. On calcule ta retraite sur tes 6 meilleurs salaires, sur tes meilleurs salaires des 10 dernières années, mais des 5 dernières années. Et les gens soupçonnent même, c'est pour ça le privé, les gens du privé, les libéraux comme nous là, nous on dit il faut aligner la retraite pour tout le monde. Parce que dans le privé, c'est les 25 dernières années. Dans le comment on appelle ça, dans le public, je crois que c'est les 5 dernières années. Et qu'est-ce qui se passe? Les chefs de service là, quand tu as 5 ans de ta retraite, tu connais une promotion fulgurante pour que ta retraite puisse augmenter. Voilà. Donc, faut calquer sur un truc comme ça pour avoir un montant fixe. On te dit, donc tu regardes, si tu as un planteur que tu as vendu, par exemple, tu vends ton cacao, bon, je sais pas moi, tu as 5 hectares et que, en période de vache grasse, tu payes cette cotisation-là et tu payes l'effort, même si c'est dur, tu fais l'effort de payer la même cotisation, au moins ça te garantit une retraite.
Voilà. Sinon, ton système de calculer sur le tourage là, et si, je ne sais pas, il y a Mais vieux père, il y a une question. Pourquoi ne pas mettre le même système en place que comme ils l'ont fait pour le système CAF? Pour ne pas qu'ils puissent, même quand il y a des baisses pharaoniques au niveau du marché, ça ne puisse pas les impacter. Pourquoi ne pas mettre un système aussi calqué sur le système des prix CAF pour ce mécanisme-là, spécialement pour les planteurs? C'est-à-dire, explique-moi bien, c'est pas compris. C'est-à-dire le prix CAF actuellement, c'est pas sur le prix du marché que... Oui, CAF, c'est quoi? Toi, tu aimes trop ça. Non, mais je ne connais pas, en fait. Je veux comprendre. CAF, c'est quoi? Et ça, je ne comprends pas. On était la question que je l'ai posée, elle est en train d'expliquer. Maintenant, tu dis attends. En fait, là, le prix CAF qui sont payés aux planteurs dans les choses, c'est que dans le secteur café cacao, c'est-à-dire que c'est pas il y a un calcul qui est fait en fonction du prix à l'international qui permet à l'État de fixer un prix ici. Par exemple, et c'est pas ça combien mais qui l'a dit, on fait une vente en avant même, en avance au fest. C'est-à-dire que c'est ce qu'on vend aujourd'hui là. C'est pas en fonction du prix du marché au fait. Voilà, vente anticipée. Donc, quand on fait le calcul, on dit, en fonction des données qu'on a là, le cacao, ça sera vendu à 2500 ou à 2000. C'est pour cela, ici, souvent, on a les plaintes, pourquoi le cacao à 5000, et puis ici, on vend les gens à 2000, à 1500. Maintenant, quand le prix chute, ça permet de ne pas faire chuter aussi le prix brusquement pour les planteurs. Il y a une protection qui permet, le prix permet derrière assurer un certain revenu. C'est vrai, genre ça technique. On est en plein dedans là. L'État ne respecte pas ça finalement. Et ça, ce n'est pas inhérent au RHDP. Hein. Voilà. En Côte d'Ivoire, au temps d'Oufou-Boigny, on avait un truc qui s'appelait la caisse de stabilisation. Le but de la caisse de stabilisation, c'était ça. C'est-à-dire, on a un prix fixe au niveau du cacao. Et quand le prix chute au niveau mondial, l'argent prélevé pour mettre dans cette caisse-là permettait de payer, d'assurer le prix fixé déjà par l'État aux planteurs. C'est-à-dire le RHDP là, ils n'ont rien créé. Hein. C'est-à-dire c'est une reproduction de ce qui a existé avant, qui n'a pas marché, qu'ils sont en train de faire, c'est tout. Voilà. La première crise là, la caisse stable là, le demande aux planteurs s'ils ont vu clair dans leur. Pourtant la caisse stable là, c'était une caisse qui avait des milliards. Parce que pendant des années, on a prélevé les planteurs. Dès la première crise, problème. Je ne sais pas si Akoumia peut confirmer ce que je suis en train de dire. Hein. Voilà. Effectivement, en fait, le problème qu'on a souvent, là, les gens font des mauvais diagnostics et puis ils prennent des mauvaises solutions. C'est-à-dire quoi? Ils viennent, ils disent que bon, la caisse, ça c'est le FMI qui a débarqué. Hein. Il faut supprimer la caisse d'amortissement. Effectivement, la caisse d'amortissement était bien pensée. Mais on utilisait ça à l'époque comme, bon, il a failli dire la caisse noire du régime. Voilà. C'est-à-dire, on se servait dedans, effectivement. Et ça, c'était pas bien. Ouais, mais le fait qu'on se serve dedans, c'est pas ça qui fait que c'est pas ça qui met en cause le système. C'est-à-dire, le système est bon, mais c'est mal géré. Et les gens arrivent. Au lieu de, je ne peux pas croire que eux là, ils savaient pas que le système était bon, mais c'était mal géré. On a libéralisé le système, et puis, ils ont pris le contrôle. Parce qu'avant là, comment tu vas venir parler à un planteur, à une coopérative en direct? C'est pas possible. L'État était là. Mais comme j'ai expliqué, c'était la même chose pour le temps des babous aussi. Le système n'était pas mauvais en soi. Ça dit que ce soit la stabilisation, que ce soit la libéralisation, les deux systèmes là ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais il y a une variante qui ne change, il y a une constante qui est toujours pareille. C'est la mauvaise foi des dirigeants. Tu vas voir que dans le système de libéralisation, les gens qui étaient à la tête, ils ont bouffé l'argent. Tu vas voir que dans la caisse stable aussi, ceux qui étaient à la tête, ils ont bouffé l'argent. Je vous apprends rien quand je vous dis que Jeune Afrique, je les cite parce qu'on marche sur des œufs. Jeune Afrique a dit ici qu'il y a près de 400 milliards qui ont été détournés au Conseil Café Cacao. Ça, c'est le système moderne qui est là. Et alors, aujourd'hui, on a un nouveau système. Normalement, là, tout doit laisser des roulettes, mais ça ne va pas. On crée à gauche, on crée sur os. Mais tu as fouillé, là, il y a quelque chose qui est bizarre. Donc, le problème, là, on fait de mauvais diagnostics. Voilà. Là où il faut juste chasser les gens, mettre des verrous pour empêcher que les gens détournent l'argent de la filière, on vient, on verse le bébé et l'eau du bien en même temps. Voilà ce que je peux dire. Ouais, donc,
Voilà, donc on va revenir sur cette histoire de cotisation pour les retraites là. Donc, en gros, pour dire hein, que bon voilà, les gens on prend les mêmes choses, hein, puis bon on recommence. Voilà, c'est Adjoumani qui était, moi c'est pour ça qu'il m'a déçu en tant que, pardonnez, hein, c'est pas que moi à la veille des remaniements j'avais fait mon diagnostic, j'avais dit que lui seulement il devait quitter le gouvernement. Enfin, il devait quitter son poste. Moi, je ne souhaitais pas qu'il quitte le gouvernement parce que, bon, c'est le papa de quelqu'un, c'est son gagne-pain. Je ne vais pas gâter son travail, mais l'agriculture seulement là. Parce que lui qui a eu l'expérience au PDCI, il a vu comment le PDCI a géré cette histoire avec la caisse stable. Il vient refaire exactement la même chose en donnant un autre nom. Il veut faire la même chose en donnant un autre nom. Alors que ça n'a pas marché avant. Ça n'a pas marché. Donc je ne vois pas pourquoi c'est maintenant que ça a marché. On est en plein dedans là. Bon, maintenant, on s'est dit, moi, il y a une façon que des hommes politiques, et ça c'est tout bord, hein, tous les hommes politiques là. C'est-à-dire, ils veulent transformer leur erreur qu'ils sont en train de réparer là en bienfait pour les gens. C'est ça le truc. C'est-à-dire les planteurs doivent applaudir aujourd'hui pour dire non, que et quand j'entends les communicants du RHDP, c'est ça, hein. Ouais, l'État a pris ses responsabilités de payer, de racheter le café cacao, mais c'est la faute à qui? Cette situation dans laquelle on est là, c'est de la faute à l'État. Donc c'est à l'État de réparer ça. On va pas lui donner des médailles. Et c'est toujours comme ça. Que ce soit le PDCI, que ce soit le PDCI d'Oufoué, que ce soit le PDCI de Bédier. Il faut boigner un moment. Lui-même, il s'est assis, tout seul, il a décidé, il dit non, les coûts sont bas, donc lui, il vend pas le café, il vend pas le café cacao. Aucun de ce cacao ne doit sortir du pays. Après, on a négocié avec Sucre d'Arrêt, on dit non, l'État va acheter avec, comment on appelle ça, les planteurs, et on veut qu'on applaudisse. Bon, tu sais, Kaza, le communicant, il fait son travail, mais la réalité, c'est que pour ce genre de domaine, pour moi, ça n'a rien à voir avec la politique. Voilà. Tu sais, le communicant est différent du militant ou forcément du sympathisant. Moi, je pense que ce qui touche le café cacao touche tout le monde. On peut être RHDP et puis avoir sa plantation. Tout à l'heure, Akomia a parlé d'un système et les hommes n'étaient pas bons. Mais quand un système est bon, il faut le garder. On peut se contenter seulement de changer les hommes. Donc, on n'a même pas besoin de venir parce qu'on veut forcément apporter des réformes dans le but de dire qu'il y a eu de l'évolution. Alors que la réforme qui est apportée n'est pas différente réellement de... C'est-à-dire, on ne fait que seulement changer de position, mais sinon, on garde toujours le même système. Hein, et puis, on donne un autre nom. Voilà, et puis on essaie de dire qu'on a apporté une réforme. Mais moi, en tout cas, je pense que il faut s'habituer à un communicant PDCI, un communicant RHDP, un communicant PPACI. C'est leur rôle, c'est leur devoir. Voilà, ils travaillent pour ça. Autant il y a le professeur qui va venir faire son enseignement. Lui, son rôle, son boulot, c'est ça. Mais sinon, la filière café cacao, tout ce qui concerne l'agriculture, touche tout le monde. Donc vraiment, quand tu prends la parole, que tu es de bonne foi, si tu sais que tu es aussi concerné et que tu vas avoir, et que les répercussions qui seront négatives vont te toucher, je pense que forcément, tu vas avoir une analyse par rapport à l'intérêt du planteur et non du gouvernement. Mais pour dire aussi, sachons faire la nuance. Voilà. Je sais que peut-être que Axel plaisantait, mais souvent, comme j'étais au téléphone, j'ai pas pu répondre automatiquement. Ne lions pas forcément les décisions du gouvernement au RHDP. Parce que quand c'est comme ça, même celui qui veut donner son avis et puis être vraiment objectif, être sincère, automatiquement, il va se dire que vous déjà, vos prises de parole sont déjà sélectives, vous voyez. Donc, essayons juste de comprendre que c'est quelque chose qui mine le secteur de l'agriculture et ça concerne tous nos parents. Qu'on soit RHDP, qu'on soit LMP, PPACI. Donc vraiment, c'est quand quelqu'un prend la parole, qu'il dissocie complètement le RHDP des prises et décisions du gouvernement. Voilà, que le gouvernement assume ses prises et décisions parce que c'est le gouvernement de la Côte d'Ivoire.
de tous les partis politiques, de tous les Ivoiriens. Donc c'était une précision, mais j'ai apprécié quand Komi a dit le système, quand il est bon, gardons le système. On peut simplement changer les hommes. Et je pense que ce système qui est en place là, si même le gouvernement peut ramener, parce que c'est vraiment, ça aide beaucoup les planteurs. Donc c'est très important. Masqué, je suis sur ça rapidement, hein, Kaza. Masqué, ça peut être un programme du gouvernement, d'accord. Et ça peut être un programme du RHDP lors des campagnes, voilà. Mais une fois que le RHDP gagne une élection, que le président il est en place, les décisions là sont pas prises par le RHDP, c'est pas pris dans le directoire du RHDP. Donc quand vous prenez la parole, sinon là en ce moment, vous nous dites on n'est pas dans un débat dans l'intérêt de la nation, dans l'intérêt des planteurs. C'est que on va faire des camps et puis on va confronter nos idées, mais ne soyez pas surpris des prises de parole qui sont pas, on va dire, dans le sens de l'intérêt des planteurs, mais plutôt de l'intérêt du RHDP. Parce que là, c'est de la discrimination que vous faites. Moi, je le dis pas pour moi. Mais faites les prises de parole vraiment en tant que des intellectuels, mais soyez vraiment objectifs et surtout, ne liez pas le RHDP aux prises de décision du gouvernement. Parce que c'est les prises de décision de la nation. C'est juste ça qui m'arrive. D'accord avec toi à un point où ça dit qu'il y a des sujets là, c'est-à-dire on doit mettre la politique de côté et puis discuter sereinement. Quand Jassel vient dire que comment on appelle ça, il faut amputer tout au RHDP parce que c'est eux qui sont au pouvoir. Non, moi je dis je suis pas d'accord avec ça. Voilà, il y a des choses. Voilà, par exemple, je donne un exemple. Hein. On a appris, par exemple, que les 12 chantiers de Bédier, les 12 chantiers d'éléphants, ça avait un nom là, bien quoi là. Il paraît que on a appris que le président Ouattara qui est venu les terminer, c'était dans son programme. Les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. Voilà, c'était pas dans son programme. L'État, c'est une continuité. Voilà. Donc, moi, je crois que, comme il a dit, Bonheur, hein, si on veut défendre les planteurs, arrêtons cette histoire de parti, là. On essaie de trouver, c'est vrai que nos voix, là, ça porte pas, mais, moi, je sais que il y a des choses que nous, on a dit sur des panels, là. Après, les gens, ils ont mis ça, c'est en application, là-bas. C'est pas beaucoup de choses, hein, mais au moins, bon, s'ils ont triché sur nous, on sait pas, mais au moins, on a parlé de ça, et les gens, ils ont mis ça en application. Voilà. Donc, si on a des idées, il faut donner des essais pour le pays. C'est pas pour un parti politique. Voilà. C'est pour nos vaillants planteurs. Voilà. Kaza, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner le nom d'un seul ministre qui n'est pas RHDP? Ou bien une DG Société d'État? Mais PCA. Ok. Est-ce que tu peux me dire, quand on a un ministre qui commet une faute là, avec un militant de RHDP qui commet une faute là, c'est avec le même bâton on les tape. Est-ce que tous les militants... Tu vois, tu n'as pas pu répondre à ma question. Est-ce que tous les militants RHDP... Je vais te répondre à ta question, t'inquiète. Est-ce que tous les militants RHDP là, ils ont, comment on appelle ça, ils ont un passeport diplomatique? Non. D'accord. Mais ça, en fait, si tu veux, quand vous raisonnez comme ça, là, c'est un peu la faute au président de la République aussi, hein. C'est un peu de sa faute. Parce que il est président et il est en même temps président d'un parti. Ah, tu vois. Mais il ne se dissocie pas. Voilà, donc, c'est pas nous, dans nos prises de parole, vous allez dire non, essayez de dissocier. Moi, je vous comprends. C'est un peu la faute au président de la République. Ah, c'est là où vous voulez en venir. Oui, donc, vous avez raison. Sinon, normalement, le président, il est le président de tout le monde, donc par pouvoir de conséquences, ces ministres sont les ministres de tout le monde. Ils sont pas ministres, ils sont ministres issus du RHDP, mais ils sont pas ministres RHDP. Il faut faire la nuance. Mais comme le président il a décidé de rester à la tête de son parti, voilà ce qui crée la confusion aujourd'hui. Moi, avec votre permission, hein, moi je ne suis pas d'accord quand on dit de ne pas politiser la question de l'agriculture là. Je demande au grand frère Bonheur,
quand ils ont annoncé, quand ils ont réuni les planteurs pour annoncer, à la veille des élections, que le cacao va coûter 2800 là. On a applaudi, non? On a célébré le président, non? On a célébré le RADP, non? Là, vous étiez fiers d'aller en campagne pour dire, sous le magistère du RADP, le cacao 2800. Je suis d'accord avec ça. C'est votre mérite. Maintenant, si il y a un problème là, vous aussi vous assumez. Tu vas prendre un bonus et puis malus, tu laisses. C'est pas possible. Voilà. Ok, c'est bien. Mais ce que tu viens de dire là, c'est complètement en contradiction avec ce que moi je dis. Moi, je parle pas du gouvernement. Le gouvernement assume. Peut-être que moi, tu remarques pas mes prises de parole, mais moi, je suis pas pro gouvernement, je suis pas pro RHDP. Moi, je suis pro Côte d'Ivoire. Et je suis du RHDP. Maintenant, quand quelque chose est positif, est-ce que les retombées là, ça rentre dans mon compte bancaire ou dans le compte bancaire du militant RHDP? C'est ce que vous devez comprendre. Lorsque vous faites des prises de parole dans ce genre de sujet qui concerne la nation là, si vos prises de parole déjà attaquent le RHDP, le militant ne sera pas objectif dans ses prises de parole. Parce que vous n'avez pas su dissocier la responsabilité du gouvernement à celle d'un militant qui est RHDP. Jusqu'à preuve du contraire, tous vos exemples sont cités, mais ça concerne encore les membres du gouvernement. Pourtant, ici, il s'agit de la filière café-cacao. Il y a des RHDP militants, sympathisants, qui font partie de ces différents planteurs-là. Donc, je prends un exemple. À Djamé, quand on cassait les magasins, le problème des magasins, là, si tu as vraiment suivi les prises de parole de la plupart des dames qu'on a interrogées, mais elles ont complètement invectivé le gouvernement. Elles ont même attaqué. D'autres ont été virulentes. Vous vous rappelez de la chanson Gbagbo Kafissa? Ceux qui ont chanté là, la plupart étaient des militants RHDP. Je ne veux pas dire du là parce que RHDP, il y a BT, il y a Dida, il y a tout. Mais c'était des militants de RHDP qui disaient Gbagbo Kafissa. Mais pourquoi ils le disaient? C'était une manière aussi d'attaquer le gouvernement et on va dire de manière proportionnelle de leur envoyer des pics. Donc, je vais te faire comprendre que le militant RHDP, il y a des sujets là qui le concernent, où il est impacté. Maintenant, si toi, tu veux que ta voix porte, parce que toi, à t'entendre, tu es planteur, ou sinon, tu es enfant aussi des planteurs. Donc, si toi, tu veux que ta voix porte, pour que le maximum de personnes viennent accompagner ton combat dans ton intérêt, dans l'intérêt du planteur RHDP, la démarche que tu appliques là n'est pas la bonne. Maintenant, tu peux continuer, parce que on dit le salut, il est personnel. Donc, tu peux continuer parce que tu estimes que c'est bon. Mais ta pique, là, n'est pas nécessaire. Parce que toi, tu veux quand même toucher un bon nombre de personnes. Le gouvernement, là, il passe. Voilà, c'est une continuité. Ce gouvernement ira. Le chef de l'État, là, il va partir. Quelqu'un d'autre viendra. Mais les planteurs, ils demeurent. L'intérêt du planteur demeure. Le secteur café-cacao demeure. Tant que la Côte d'Ivoire existe. Donc, à un moment donné, quittez dans les émotions. Ne laissez pas la politique vous faire perdre votre nature ou vous faire perdre votre idée, c'est-à-dire l'idéologie même que vous-même vous avez. L'idée que vous voulez apporter dans un débat là. Ne laissez pas la politique vous dominer. Quand les gens ont voulu mettre le problème de déchets toxiques sur le PPAC dans le temps FPI, tu as su que une décision du déchet toxique a concerné le gouvernement, la Côte d'Ivoire ou seulement le FPI. Est-ce que les retombées de déchets toxiques se sont limitées seulement aux militants FPI? Mais ça a touché aux militants RHDP ou RDR et puis encore PDCI. Mais ça a touché le militant FPI. Donc le militant FPI, si lui, il vient sur un panel, s'il y avait des panels en ce moment, il décide de prendre la parole. Lui, il veut condamner. Mais dès lors qu'il est sur un panel et puis il entend un militant RHDP dire c'est le FPI qui a la raison. Le FPI, c'est celui, le FPI est celui-là. Là. Lui, il est obligé d'abord de laisser de côté son analyse qu'il venait de donner parce qu'il se sent attaqué. Donc là, à partir de ce moment, si moi j'ai envie de faire passer un message, je viens de perdre une personne de plus qui allait accompagner mon combat. Donc c'est juste pour dire qu'on a ces débats politiques qu'on vient prendre où chacun prend ses positions, mais il y a des débats assez sérieux. Moi, je peux pas venir défendre le gouvernement de Côte d'Ivoire au détriment des planteurs. C'est impossible. Parce que contrairement à toi, qui t'y connais dans le domaine, parce qu'honnêtement, on sent que tu t'es intéressé. Moi, je ne me suis pas intéressé, mais je suis aussi issu d'une famille qui est dans le domaine.
Et je suis déjà allé dans plusieurs plantations. Je me suis promené de temps à autre, mais moi, je partais juste en villégiature. C'est-à-dire, je vais comme ça. Mais toi, on sent que tu t'es vraiment imprégné. Donc, l'impact là, négatif, là, ça touche mes parents. Donc, comment moi, je vais venir défendre le gouvernement, sachant en âme et conscience que je suis aussi impacté par les décisions qui sont prises. Donc, c'était juste une précision pour dire, là, aujourd'hui, il s'agit vraiment de la filière café-cacao, l'intérêt de nos planteurs. Je ne peux pas comprendre que celui même qui va aller faire les durs labeurs, au finish, il gagne pas plus que ceux qui sont à la fin de l'échelle. C'est pas normal. Mais celui qui va souffrir, là, il devait gagner normalement plus. Même si les autres vont gagner, mais il devait gagner beaucoup plus. Donc, 2000 et quelques, aujourd'hui, que nous sommes en train de parler, pour moi, c'est peu. Comme on va mener le combat pour que nos planteurs puissent aller même à 4000 francs, 5000 francs, pourquoi pas plus? Donc, c'est un peu ça. Monsieur Créteil, Monsieur James. Bonjour à tous et à tous. Le boss. Ok. Créteil, vas-y, comme tu viens de nous rejoindre là. Ok. Merci. En fait, je voulais donner un peu ma petite contribution face à ce qui se passe. Comme j'ai pris le sujet en cours, actuellement, moi, je suis chez mes parents ici à Boisflé. Alors, mon papa, c'est un grand planteur de cacao. Hein. Alors, je lui ai posé la question hier même. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que moi, je comprenais pas, en fait. Quand le prix du cacao était à 2000 et quelques, le produit s'écoulait facilement. Mais j'ai pas compris, quand c'est devenu 2800, qu'est-ce qui se passe? Donc, je lui ai posé la question. Et là, il m'a dit que c'est les acheteurs, en fait. Les gens, ils sont allés acheter des cacao ailleurs, en fait. Ce qui fait que la production a augmenté un coup. Et on n'arrive pas à écouler. Ils sont allés acheter des cacao dans, je sais pas, dans la sous-région, là. Hein. Et ils ont fait entrer le cacao, en fait. Donc, ce qui fait que la production a brusquement explosé. Et quand le gouvernement avait fixé le prix à 2800, là, il y a des acheteurs qui étaient venus les voir pour dire qu'ils allaient payer à 2500. Donc, et ils ont refusé. Ils ont gardé le cacao. Donc, quand ça devient 2800, et tout ce stock-là est sorti après. Donc, ce qui a fait que je me posais la question, et c'est hier, il était en train de m'expliquer ça. Donc, j'ai dit que j'allais partager ça avec tous ceux qui sont sur le panel, en fait. C'est ce que, pour moi, quoi, j'ai comme l'impression que c'est ce qui pose le problème. Excuse-moi, monsieur Créteil, excuse-moi, mais il y a un facteur que beaucoup d'hommes sont en train d'oublier. Hein. Parce que dès que la Côte d'Ivoire a augmenté son prix de cacao, je pense que la semaine dernière, le Ghana a baissé le prix du cacao. Est-ce que, Apollinaire, tu peux me confirmer, vu que toi tu es à la frontière, est-ce que ce n'est pas le fait même que les Ghanais ramènent leur production aussi en Côte d'Ivoire? Mais bien sûr, c'est ce qu'il m'a expliqué hier, c'est bien sûr ça même. Et puis le stock qui était là, que eux ils ont refusé de vendre aux commerçants véreux là, aux acheteurs véreux là. Et ils ont gardé leur stock. Donc quand ça devient 2800 là, tout ce stock là est sorti. C'est ce qui a expliqué le problème en fait. Donc moi j'ai cherché dans ma tête, c'est hier même moi je suis arrivé à Boisflé. Et j'ai demandé à mon papa, et il m'a expliqué comme ça. Donc je voulais qu'on en parle, quoi. Merci, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'ai posé une question. Attends, combien? Est-ce qu'on n'a pas entendu ici, dans la communication du gouvernement, dire qu'ils ont signé un accord avec le Ghana pour harmoniser les prix? Ça a existé, ça, ou pas? Oui, ça a été dit, mais est-ce que dans les faits même, parce que le cacao dans la sous-région n'a pas le même prix qu'en Côte d'Ivoire, c'est encore plus cher ici. On veut nous dire qu'on a un partenaire qui nous a fait faux bon. Bien sûr, c'est ce qui se passe en fait. C'est ça, même si on le dit, nous on est les premiers producteurs de cacao là, même si on le dit là. En Guinée là, il y en a. Au Libéria aussi, il y en a. Donc si c'est bon, la Guinée, la Guinée, tout ça là, comme ça, ils font ce qu'ils veulent. Mais on dit qu'on a signé un accord avec le Ghana pour harmoniser les prix. C'est-à-dire que si la Côte d'Ivoire fixe le prix, on s'entend. Gaza, je pense que
Ce que je suis en train de dire là, c'est important, mais je suis dans le bruit, vous allez m'excuser. Il y a des planteurs ivoiriens maintenant qui sont en train de traverser la frontière pour aller cultiver le cacao au Libéria. Donc, ces productions-là rentrent en Côte d'Ivoire aussi. Voilà. Donc, après, on va parler de ça. Non, moi, je crois que... Bon, tu vois, Kaza, je vais te dire, Kaza, un truc. Hein. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose d'important. Écoute bien. Bon, tu sais pourquoi le Ghana, je ne suis pas sûr, mais tu sais pourquoi le Ghana, finalement, je ne vais pas dire le Ghana ne respecte pas l'accord, mais on a l'impression que l'accord n'est pas respecté. Tu sais que le Ghana a traversé un moment, une période difficile dans sa filière. Je ne sais pas c'était en quelle année. Mais je ne pense pas que nous aussi, on a été aussi solidaires que ça. Je sais bien qu'il y a quelques années, le Ghana a traversé une période difficile. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas suivi vraiment cet accord-là. Je ne pense pas. Donc peut-être qu'aujourd'hui, c'est le retour aussi du bâton. Moi, j'ai une autre analyse. Hein. Je ne dis pas ce qui s'est passé, mais moi, je crois que peut-être que le Ghana n'était pas d'accord avec ce prix-là, que le gouvernement avait fixé ce prix-là par rapport à la campagne électorale. Et le Ghana, voilà. Moi, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et puis la plupart, excuse-moi, vieux père Kaza, c'est que la plupart de nos parents ici même là, c'est que les gens se sont un peu convertis dans, et ils font un peu cacao aujourd'hui avec Anakat, tu vois non? Donc on essaie d'expliquer qu'est-ce qui explique ce taux de, cette augmentation de la production en fait, tu vois? Donc je suis sûr que ce cacao là, tout ce cacao là, c'est pas pour nous. Parce que moi-même, tous mes parents ici là, eux tous font un peu de cacao, maintenant ils font Anakat. Donc ce cacao-là vient pas, tout ce cacao-là vient pas d'ici. Et je suis sûr que ça quitte quelque part. Ce que vous voulez ajouter, merci. Merci, il faut vraiment ça. Mais vous avez oublié quelque chose. Hein. Il y a eu changement de régime au Ghana. Est-ce que le nouveau régime veut s'aligner avec l'ancien? Il y a toutes ces questions. Ça c'est pas un argument. Non, c'est une question qu'on pose au fait. Parce que lui, il est venu en termes de pompier. Est-ce qu'il est d'accord avec ce qui a été fixé avant lui? L'accord là, c'est pas signé le gouvernement, c'est avec la République. Donc, ce que tu dis là. Donc, quand tu dis un accord, une république, un gouvernement ne peut pas venir comme ça. Non, excuse-moi, Benson. À part les putschistes là, pour casser un accord là, on s'élève pas comme ça un matin. Hein. C'est pas possible. Si un gouvernement a pris un accord, c'est une continuité. À part les putschistes qui peuvent venir comme ça et puis casser un accord, sinon vraiment ça se fait pas comme ça. Je peux partager avec vous ma petite analyse de la situation avec le Ghana. Moi, je suis à la frontière. Je n'ai pas vu un camion de cacao quitter le Ghana pour rentrer ici. La preuve, si votre logique était juste là, le fait que le cacao ghanéen venait ici là, que ça allait faire qu'ils allaient pouvoir respecter leur prix là-bas. En fait, l'État de Côte d'Ivoire, associé à son ami ghanéen, ont mis en place une politique commune de fixation des prix. Et cette politique commune-là, ils ont été pris au dépourvu par des négociants. Là. Je vous dis que ces gars-là, comme ils savent que nous vendons par anticipation, et ils savent que cette année, ça a été bon. Donc l'année prochaine, on va payer sur la base de cette année. Ils ont fait des stocks. Ça a grippé la filière. Sinon, là, affaire des carreaux qui sort là, le seul côté où ça rentre, c'est côté Guinée là-bas. Et c'est vice-versa. Hein. Quand c'est bon chez eux, nous on sort. Quand c'est bon chez nous, ils rentrent. Sinon, côté Ghana là, c'est même prix. Tu as sorti par rapport quoi. Voilà. C'est même prix. Pourquoi tu as été fatigué pour sortir? Le problème s'est passé au niveau du Ghana et de la Côte d'Ivoire, c'est qu'ils ont eu deux manières différentes de réagir. Parce que dans un cas, on a réagi de façon politique et dans l'autre cas, on a réagi selon la loi du marché. Côté du Ghana là-bas, là, ils ont compris que les négociants les ont entubés un griffe. Donc, ils ont ajusté les prix. Côté Côte d'Ivoire, là, on refuse d'assumer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, s'ils assument, on va se moquer d'eux. Voilà. Donc, eux, ils disent qu'ils vont racheter les prix. Ça dépend de la communication. Quand tu as fait la communication, au moins, le prix était haut, là. Tu as expliqué que toi, tu as gardé une partie de l'argent que tu as stocké pour les jours des vaches maigres. Maintenant que la vache maigre arrive, le planteur te regarde. Quelque chose tu as dit il n'y a même pas 3 mois. Tu as chaîné les bouches, tu ne peux pas. C'est pour ça le gouvernement est obligé de racheter tout.
Sinon, au Ghana, là-bas, là, ils ont constaté que le système a un souci. Que les gens, actuellement, là, ils vont sur le prix actuel. C'est le prix actuel qui règne au niveau de l'international. Ils se sont alignés. Ils ont baissé. Mais nous, Côte d'Ivoire, là, nous, et ça, ici, sur ce côté-là, je suis d'accord avec le gouvernement de Côte d'Ivoire. Parce que c'est trop facile. Voilà, de dire que non, le système est grippé, donc on va s'aligner sur le nouveau prix. C'est-à-dire, le libéralisme, quand c'est positif, et le communisme, quand c'est négatif. Non, non, non. En Côte d'Ivoire, ici, là, ils ont pris les responsabilités. Ça va nous coûter ce que ça va nous coûter. Mais, on a promis aux planteurs qu'on va faire là. Il y a une expression qui dit, il y a une expression consacrée à ça. On dit mutualiser les pertes et puis privatiser les bénéfices. Voilà, en fait, c'est ça. Après avoir suivi la discussion, donne ton point de vue en commentaire.